Au fait, aujourd'hui, on va voir ensemble, euh, je veux dire, on va voir ensemble l'identité, mais cette fois-ci, on va parler moins de l'identité individuelle et l'identité collective pour se focaliser davantage sur l'identité haïtienne, sur l'identité haïtienne. Donc, étant donné, vu le contexte, je vais quand même faire je dirais, un, un- un résumé, si on peut l'appeler comme ça, vite fait, bien fait, pour essayer de cerner un peu la notion d'identité dans le contexte haïtien. Quand on parle d'identité en Haïti, quand on parle d'identité haïtienne, de quoi peut-on parler? Ça va être ça, un peu, je dirais, ça va être ça notre réflexion de cet après-midi. Et puis, je vais essayer d'être très euh, concis pour pouvoir avoir plus de temps et puis, du moins, pour changer aussi de module, parce que j'ai aussi un cours à faire pour vous aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps, sincèrement, sur la violence. Bon, c'est pour ça que je vais être un peu très bref, précis. Et puis après, je vous laisserai le temps de poser des questions. Et puis avant qu'on passe dans l'autre module, donc, on a beaucoup de choses à voir, mais parfois, il nous manque de temps. Bien. En fait, on avait vu l'identité, selon ce qu'on avait vu la dernière fois avec Frankie, et aussi un petit peu avec moi, que l'identité constitue, en fait, en soi, un élément ou cette façon, cette manière qu'un individu ou qu'un groupe d'individus euh, il choisit de se présenter. C'est-à-dire, un groupe, un individu ou un individu choisit de se présenter, de mettre en avant des aspects de leur personnalité, des aspects de leur identité. C'est-à-dire, quand on parle d'identité, l'identité répond à la question qui suis-je? Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, j'ai mis quand même une empreinte digitale. L'empreinte digitale est par excellence, je dirais, cet élément qui nous permet, je dirais, qui nous permet de nous identifier, cet élément qui est unique, même pour des personnes qui sont des jumeaux, de vrais jumeaux, de vraies jumelles. Ils et elles n'ont pas forcément des empreintes identiques. C'est un élément biologique qui fait en sorte qu'on soit différent. Donc, c'est l'une des choses qui montre à quel point qu'on est unique sur la Terre. Je crois que, je peux me tromper, mais je me rappelle avoir lu un article dans lequel on disait que pour qu'il y ait une possibilité qu'il y ait deux personnes avec une même empreinte digitale, il fallait avoir 3 trillions de personnes sur Terre. Donc, c'est tellement très peu probable là, qu'il y ait vraiment deux personnes avec des empreintes digitales pareilles. Donc, ça montre comment l'individu, on est unique dans le monde. On est unique, mais en même temps, on a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on se ressemble, là, qu'on se ressemble. Ben, parlant d'identité, notamment l'identité, je dirais, collective, on avait vu aussi que cette question n'a pas été toujours d'actualité. C'est-à-dire, si aujourd'hui, dans la modernité, à l'époque contemporaine, on en parle beaucoup quand on ouvre une station de radio, quand on écoute une station de radio, on écoute la télé, on en parle d'identité, identité partout. Donc, c'est difficile d'ouvrir, en fait, d'acheter un journal et puis de ne pas voir un sujet qui porte sur l'identité. L'identité devient ce sujet très à la mode, très à la mode dans la modernité. Chacun, tous les groupes réclament leur identité. Il y a
une demande de reconnaissance, et il y a une demande, il y a la montée de ce besoin, il y a cette manifestation de ce besoin de s'exprimer, de se positionner par rapport à d'autres groupes dans la société. Mais il faut dire que cela a eu comme, comme point de départ un séminaire qui a été organisé par Claude Lévi-Strauss dans les années 1970. Et puis, au cours de ce séminaire, il y a eu quelqu'un qui s'est distingué. C'est François Héritier, grand anthropologue de classe, qui, lors de ce colloque, a posé une question importante, c'est-à-dire l'identité n'a pas toujours été ce qu'elle est, mais pourquoi elle est devenue d'un coup très important comme un concept, ça devient un concept très important. Bon. Et au cours de ce colloque, elle présentait ses travaux de recherche sur les Samoa de Haute-Volta et elle a montré qu'il n'y a pas eu de questionnement identitaire au sein de ce groupe, de ce groupe ethnique, parce que tout le monde connaissait tout le monde. Tout le monde connaissait tout le monde. Donc, c'est-à-dire la pertinence de la question qui suis-je, qui sommes-nous, qui suis-je, ça, au prime abord, n'est pas, je dirais, n'est pas problématique, ça pose pas de problème. Écoute, parce que si tout le monde connaissait tout le monde, c'est-à-dire on n'est pas censé poser la question qui fait jaillir, qui fait apparaître cette notion, qui met en, je veux dire, en avant cette notion-là, qu'est l'identité. Donc, et c'est parce que la question d'identité, notamment l'identité de groupe, a tout son sens quand on commence à se demander qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous par rapport aux Dominicains? Qui sommes-nous par rapport aux Français? Qui sommes-nous par rapport aux Américains? Qui sommes-nous par rapport aux Canadiens? Qui sommes-nous par rapport aux autres peuples? Qui sommes-nous par rapport aux Africains du monde entier, etc. C'est-à-dire, quand on commence à se poser cette question, qui sommes-nous? Donc, on commence à se dire que nous sommes. Et toujours la question de nous sommes, c'est par rapport à cet autre ou à ces autres, à eux. C'est nous versus eux. C'est ce qu'on appelle l'altérité. C'est-à-dire, pour qu'il y ait identité, il faut qu'il y ait d'une part, notamment de l'identité collective, mais on peut le transposer dans le contexte de l'identité individuelle. C'est-à-dire, d'une part, on a un groupe de personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on appelle des caractéristiques communes, qui ont des points de ressemblance, d'un côté, et de l'autre côté, ils se définissent par rapport à ce qu'ils ont en commun à d'autres personnes qui ont des caractéristiques, on va dire, différentes des autres. Ils ont des caractéristiques très différentes des autres. Ils se disent, bon, nous, on est français ou on est québécois, parce qu'un québécois n'est pas un français. Un Québécois n'est pas un Français. Un Québécois, ce n'est pas un Canadien. C'est-à-dire, même si un Québécois, de facto, c'est un Canadien parce que le Québec fait partie du Canada, mais un Québécois ne se définit pas comme Canadien et quand tu poses la question, il dit que je suis un Québécois. C'est-à-dire, un Québécois, c'est-à-dire, c'est tout, sauf un Canadien. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui arrivent à se définir en opposition même à ce qu'on appelle la canadianité, la canadianité, donc avec l'identité canadienne. Bon, c'est-à-dire, là, je prends un exemple qui est quand même très, très intéressant, mais écoute, on trouve ces genres d'exemples un peu partout, euh, même en Belgique, par exemple, euh, on trouve ces genres d'exemples. On trouve ces exemples par rapport au Congo, par exemple, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, par exemple, des gens, les Congo, de Brazzaville ne sont pas des Congos de Kinshasa et puis ils trouvent des moyens pour se différencier, etc. Et, bref, pour dire que la question d'identité, c'est quand même très intéressante pour se poser des questions par rapport à la question qui sommes-nous, pour répondre plutôt à la question qui sommes-nous. Donc, maintenant, en fait, parce qu'on doit faire
on doit aller vite parce que on a tellement de choses à voir. Bon, maintenant, un autre point important sur lequel il faut se statuer, c'est que quand on parle d'identité, on parle de quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qui évolue dans le temps, mais qui évolue aussi dans l'espace. C'est-à-dire la façon dont on se définit en fait en tant qu'Haïtien en Haïti n'est pas forcément la même manière dont on se définit en tant qu'Haïtien, par exemple, je veux dire ça comme ça, en Afrique, au Bénin. C'est pas la même manière qu'on se définit comme Haïtien aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire, ça change, c'est fluctuant. Et puis, aussi, il y a aussi des éléments des éléments qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont changer un peu la perception, et puis ça va être en fonction du contexte. C'est pour ça qu'on dit aussi l'identité demeure quelque chose qui est quand même contextuel. C'est très, très contextuel. Bon, maintenant, un autre point important, c'est que l'identité, euh, en fait, les individus forgent leur identité dans les interactions sociales. C'est-à-dire, c'est en s'opposant aux autres même que l'individu forge son identité ou que les autres groupes forgent leur identité. Donc, en d'autres mots, c'est-à-dire, dans un tel contexte, l'interaction, c'est implique ce qu'on appelle en fait, une influence réciproque. Et une influence réciproque par des gens, par des personnes qui sont en coprésence, c'est-à-dire qui sont autant que j'influence les autres, mais les autres aussi dans l'interaction sociale, dans le contexte même de la psychologie sociale, on est dans la question d'influence et dans ce qu'on appelle la question d'influence consciente ou inconsciente. C'est-à-dire on peut être influencé de manière consciente par quelqu'un ou on peut vouloir influencer une personne ou un groupe de manière consciente. On le fait, on le fait parce qu'on veut influencer, mais aussi on peut influencer de manière inconsciente. Donc, mais dans les deux cas, la question d'identité ça revient ça revient du pareil au même. Donc, que les individus, donc, vivent de l'influence. Les individus, ils vivent de l'influence, ils veulent à tout prix influencer les autres. Donc, l'identité collective renvoie dans ce contexte à ce que non seulement les groupes ont en commun, mais aussi ce qui fait en sorte qu'ils sont différents des autres. Et parfois, ces éléments de différence, c'est des éléments qui sont créés par des individus eux-mêmes. C'est-à-dire, ils cherchent dans dans ce qu'ils ont en commun, dans leur environnement, des éléments qui permettent de dire qu'ils sont différents des autres. C'est-à-dire, si je reviens si je reprends plutôt l'exemple des Québécois, par exemple, les Québécois, ils ont une façon de parler français qui n'est pas le même que que les Français, par exemple. C'est la première chose. La deuxième chose, ils ont vécu en Amérique. C'est des francophones de l'Amérique. Mais à l'intérieur même du Canada, c'est-à-dire ils se définissent comme des francophones, tandis que les Canadiens, un Canadien peut être francophone ou anglophone. Par exemple, il y a des francophones en Ontario, il y a des francophones, il y a des minorités francophones un peu partout à travers le Canada. Donc, mais ça reste que c'est pas parce que vous êtes francophone et que vous êtes québécois. C'est parce que vous pouvez être canadien et francophone, c'est-à-dire minorité dans n'importe quelle région, ça ne fait pas de vous un Québécois. C'est-à-dire, la québécité, c'est une identité propre à des gens qui ont habité le Québec je sais pas, pendant longtemps, pendant un moment, je sais pas, pendant une période de temps donné. Bref, ce qui va faire, c'est aussi cette appartenance à la région, qui est ce qu'on appelle la belle province qui a été le Québec. Bref.
pour vous dire qui ça, pour vous dire quoi, c'est-à-dire, euh, quand on parle d'une identité, donc on parle des éléments, par exemple, les francophones, en fait, les Québécois sont des francophones, les Québécois aussi sont des catholiques. Mais ça ne veut pas dire que vous allez voir des Québécois qui vont à l'église aujourd'hui. Mais ça reste des éléments qui ont marqué l'identité dans le passé et qu'ils gardent encore. Quoique, par exemple, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, c'est que le Québec est devenu de plus en plus, je dirais, un État laïque. C'est-à-dire, l'Église n'a rien à voir dans le fonctionnement de l'État. Donc, on a tassé l'Église là, depuis 1960 et puis ça continue. Donc, on ne veut pas que l'Église se mêle des affaires de l'État. On ne veut pas non plus que les gens expriment leur foi, par exemple, dans des espaces publics, par exemple. Vous voyez le paradoxe. En même temps, c'est un élément qui leur identifie. On dit de base que les anglophones, ils sont des protestants, par exemple. Ce sont des protestants. Et anglais, ils parlent anglais, ils sont protestants. Donc, tandis que les Québécois sont plus, on va dire, francophones et catholiques, etc. Donc, c'est des choses qui font partie de leur définition. Donc, euh, je pense que l'identité collective, on peut le dire comme ça, est considérée comme le produit d'une représentation sociale, mais une représentation sociale notamment vis-à-vis d'un groupe donné, d'un autre groupe par rapport à un groupe. Bon, euh, on avait vu aussi que on peut parler d'identité pour soi et l'identité pour les autres, notamment quand on parle de l'identité collective. Donc, c'est-à-dire l'identité collective, c'est le nous, c'est-à-dire que c'est pas le nous des autres. Donc, il nous clôt sur nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une façon de se protéger, de mettre comme une frontière. Donc, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu aussi avec Frédéric Barth comment l'identité en soi se définit à partir de ces frontières qui permettent de dire, écoute, à quel point qu'on est haïtien et qu'on n'est pas haïtien, on se définit, on essaye de trouver des manières pour s'identifier, etc., par rapport aux autres. Bref, en gros, le postulat sur lequel en fait, on a réfléchi lors des derniers cours, c'est qu'on avait dit que l'identité est multiple. Multiple. Donc, on a plusieurs identités, mais là, je parle de la multiplicité de l'identité ici et fonction notamment du contexte. C'est-à-dire, en fait, un individu peut avoir une identité de père, d'accord? Donc, là, je me présente comme père, là, je me présente comme enfant, là, je me présente comme enseignant. C'est-à-dire, toute cette manière de se présenter, donc toute cette manière de s'affirmer, donc, constitue des identités en soi. Donc, je dirais, c'est multiple, là. Euh, L'identité aussi, c'est dynamique. C'est dynamique, c'est-à-dire dans que la façon dont on se définit en 1803, c'est pas de la même manière qu'on se définit aujourd'hui. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la perception, dans la définition de soi. Je peux prendre je peux prendre un exemple. Encore, je vais retourner, euh, en fait, je prends un exemple à partir du Québec, par exemple. Ils se définissaient, par exemple, comme des Canadiens français, parce qu'il y avait des Canadiens anglais, c'est-à-dire les Canadiens qui parlent anglais, et les Canadiens qui parlent français. Et puis, ils se disent, mais non, on ne va pas se définir à partir de... On ne veut pas, euh, je dirais, qu'on nous appelle des Canadiens français. Donc, nous, on ne veut pas du tout de Canadiens dans notre définition. On va se définir à partir de Québec. Donc, on est des Québécois. Donc, c'est de tous les groupes se définissent à partir des contextes donnés, à partir des éléments culturels, des éléments qui font partie de leur environnement.
hein, des éléments qu'ils vont aussi inventer, des éléments qui vont leur permettre de négocier l'espace social aussi. Bref, pour dire que c'est très dynamique, ça évolue, ça ne cesse pas d'évoluer au jour le jour, à partir, mettons, par exemple, dans le cas haïtien, à partir de la qualification d'Haïti dans la Coupe du Monde, c'est une autre façon de se définir sur la scène mondiale. Donc, on se voit de la même manière. C'est tellement vrai. Moi, je me souviens, quand Haïti a battu le Canada, je m'appelle 3-2 si je ne m'abuse pas. Donc, c'était, ouais, si je ne m'appelle plus, je sais que c'était en 2018, 19, moi, je ne m'appelle plus, mais c'était un match très important. Et puis, ce qui est, écoute, il fallait voir toute la fierté des Haïtiens partout, partout, partout. C'est-à-dire des gens en fait, qui avaient peur de dire qu'ils étaient Haïtiens, des Haïtiens sortaient de leur trou, ils sortent maintenant de leur placard pour dire que moi je suis Haïtien, je suis Haïtien, je suis fier d'être Haïtien, etc. Bon, ça veut dire, quelque part, la question d'identité, c'est quelque chose qui est vraiment évolutif. C'est-à-dire, pourquoi avant je ne voulais pas me présenter comme haïtien et d'un coup, j'ai envie de me présenter plus comme haïtien parce que tout simplement, le pays s'est qualifié pour une deuxième fois pour une phase finale de la Coupe du Monde, qui est quand même un élément très important parce qu'il faut comprendre que quand on parle d'une Coupe du Monde, on parle vraiment je dirais, de la crème des crèmes en fait, qui vont se confronter donc, pour la Coupe du Monde. Donc, pour être, c'est un élément de fierté, c'est un élément de fierté, et ça fait en sorte que pour les Haïtiens du monde entier, après cette qualification, il fallait voir cette vague de fierté. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ces choses-là parce que je suis intéressé à la question d'identité. Comment est-ce que on peut ne, je dirais, on peut fuir son identité parce que tout simplement, on entend parler tellement de mauvaises choses sur le pays et puis la façon dont les médias internationaux relaient les informations, etc. Donc, vous voyez, donc on n'est pas toujours fier de quand on écoute Radio Cannes ou quand on écoute notre station de radio, TVA Nouvelle, etc. Pour ceux qui sont au Canada, par exemple. Donc, et puis aux États-Unis, CNN ou n'importe quelle autre chaîne, et puis qui disent des choses qui font pas toujours notre fierté, etc. Donc, on n'est pas tout très content. Mais quand on a de bonnes nouvelles, écoute, ça nous fait plaisir. Donc, on a envie de dire, ah oui, moi, je suis haïtien, etc. Donc, et puis là, on commence à parler d'Haïti, etc. Et puis, il y a toute cette fierté de parler de son pays quand ça va bien. Et puis, quand ça va mal, on a moins l'impression, on se sent pas très, très à l'aise là d'en parler. Bon, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire comment l'identité est un élément, je dirais, rassembleur. Et ça peut aller chercher, aller se ressourcer dans des éléments où l'on ne s'attendait pas. Je peux prendre l'exemple d'Ariana, par exemple. Donc, Haïti a eu pendant ce concours qui sort de nulle part, c'est du n'importe quoi quand on regarde, je dirais, la structure du concours, c'est quoi. Mais c'est devenu quelque chose d'important. C'est-à-dire les gens décident que c'est important. Et si les gens décident que c'est important, ça devient tout de suite important. Et, et moi, j'ai eu des amis africains qui me disent, mais écoute, nous, on ne pensait pas que c'était si important pour vous, mais oui, c'est important pour nous. Parce qu'on a un problème de reconnaissance à travers le monde. C'est-à-dire, on a fait tellement de choses pour le monde que nous, on a l'impression qu'ils s'en foutent de nous. On nous laisse périr dans notre coin. Donc, mais là, quand on trouve un moyen d'être sur la scène internationale d'une manière ou d'une autre. Donc, dites ce que vous voulez, c'est-à-dire on était devant, là. En tout cas, les réseaux sociaux, on a bloqué les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Tout le monde parlait d'Ariana, tout le monde parlait d'Haïti, etc. C'est une belle chose. Et puis là, les gens commencent aussi à approprier le mouvement, approprier l'affaire là. Donc, euh, bref, pour vous dire quoi, c'est que on peut, tout comme on peut mobiliser des éléments qui sont, on va dire, euh,
comme on verra tantôt, comme notre langue, comme notre culture, comme le vaudou, comme d'autres éléments dans la culture haïtienne qu'on peut mobiliser, la cuisine haïtienne aussi. C'est des éléments qu'on mobilise souvent pour parler en bien d'Haïti. Donc, on mobilise peut-être de moins en moins les intellectuels, mais aussi c'est une ressource intarissables d'intellectuels haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont dans d'autres universités, mais aussi qui sont dans le pays. Bref, pour vous dire quoi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mobiliser en termes de littérature, la peinture haïtienne. Donc, des éléments qui mettent en valeur notre unicité, mais aussi notre rapport à, au savoir, notre rapport à l'art, notre rapport à l'esthétique, notre apport je dirais, dans le concert des nations, c'est-à-dire Haïti, c'est un gros morceau en termes de culture, en termes d'identité, en termes de science aussi, en termes de science. Donc, on a encore du chemin à faire, mais juste pour vous dire que on n'est pas négligeable, on n'est pas une entité négligeable. Donc, je pense que c'est un élément très important à prendre en compte quand on parle d'Haïti, quand on parle d'identité haïtienne. Bref, mais, euh, on a parlé d'identité individuelle, je pense qu'on a parlé aussi bien d'identité collective, mais il est important aussi de noter la part de l'identité culturelle. L'identité culturelle regroupe tout ce qui est en commun, tout ce qui est commun avec les membres du groupe, par exemple, comme les règles, les valeurs, les normes que le sujet partage avec sa communauté. Par exemple, je sais comment c'est important mettons le griot pour les Haïtiens, c'est très important. Donc, ce qu'on appelle la banane pesée. Donc, en tout cas, quand on parle des mets haïtiens, donc, c'est-à-dire, moi, je veux pas que quelqu'un me dise que c'est pas bon, la banane pesée, par exemple. Donc, c'est des éléments donc, culinaires qui sont très, 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 très importants. C'est-à-dire, quand on mange, je peux prendre d'autres exemples. Mettons, si quelqu'un a eu déjà la chance d'aller euh, dans le département de la Grande-Anse, à Jérémie, particulièrement à Jérémie, la manière de manger le tom-tom, il y a une manière de manger le tom-tom pour dire qu'on est membre du groupe. C'est-à-dire, quand on est capable de manger, d'avaler sans l'écraser, par exemple, sans le mastiquer, c'est-à-dire on est déjà bon pour être pour être un bon Jérémien, là, ou pour être une bonne personne de s'identifier comme quelqu'un de la grandance. Bon, parce que c'est une manière, c'est une façon de manger la façon de parler, par exemple, quand on passe quelques jours au Cap haïtien, moi, ça m'étonne toujours de voir comment c'est magnifique, c'est leur manière de parler, ils parlent créole, donc, mais pour un Haïtien de Port-au-Prince, un Haïtien de Delma, ça fait quand même beaucoup de différence, que ce soit dans le choix des mots. Quand quelqu'un te dit, écoute, allez, va me chercher le canister, mais écoute, le canister, allez chercher un canister pour moi, écoute, ça fait, sûrement, il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais entendu ce mot. Donc, euh, plein de mots, de manière de prononcer, qui est quand même très intéressant. Moi, j'adore beaucoup, j'adore l'accent nordique d'Haïti, du créole. C'est des éléments d'appartenance. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle comme ça à Port-au-Prince ou ailleurs, on dit, ah, c'est mon nom, ah, non, non, là, c'est mon nom, c'est mon nom, donc, c'est-à-dire, leur manière de parler, c'est fascinant. Et puis, donc, mais eux autres, parfois, on entend leur accent, on a comme l'impression, c'est eux autres qui parlent différemment, mais eux autres aussi, ils disent qu'on parle. C'est-à-dire que les gens du Sud, ou du moins ceux qui ne sont pas du Nord, du Grand Nord, ou du Nord, 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 vous avez aussi des accents différents. Ils ne sont pas les seuls à avoir d'accent. Mais on a l'impression de dire, ah, il y a l'accent capois, mais il y a un accent Port-au-Prince, aussi, il y a l'accent Port-au-Princien, il y a l'accent artibonicien, en fait, Montédiri. Donc, tu vois, il y a eu un petit peu de i, là, la manière dont on prononce le i, par exemple. C'est des éléments culturels, c'est ça.
Donc, c'est-à-dire, quand on parle d'identité culturelle, on parle de tout ce qu'on a en commun, mais aussi comment on partage des règles de conduite dans certaines communautés, dans certains lacos, la manière dont on salue les gens, la manière dont on répond aussi à des salutations. Par exemple, j'ai en tête là, c'est ça, en fait, dans le milieu rural, notamment dans la Tibonite, je ne vais pas parler pour d'autres milieux que je ne connais pas, et quand tu appelles, je dis quand une personne plus âgée appelle une personne moins âgée, on va dire, on appelle un petit monde, appelle un enfant, on attend à ce que vous dites plaît-il. C'est plaît-il, faut dire plaît-il. Eh ben, et le vieux qui vient de l'Artibonite, qui vient de l'Artibonite, qui est allé à Port-au-Prince, là, et puis qui appelle son neveu et dit, ah, yo, je comprends rien, là. C'est comment, pourquoi il me répond yo? Yo, c'est quoi yo? Donc, bref, c'est parce que les codes sont pas les mêmes. Les codes sont pas les mêmes. Donc, pour être bien élevé dans le milieu rural, il faut connaître les codes, il faut les partager et puis il faut se soucier d'apprendre les codes. Parce que les codes, c'est pas écrit nulle part là, c'est pas écrit quelque part, c'est pas forcément c'est ce qui est peut-être quelque chose sur lequel on devrait travailler comme peuple aussi. C'est pas écrit c'est pas dans l'école qu'on apprend, c'est les codes de la vie. Les codes de la vie, on les apprend pas à l'école. C'est un problème aussi. Et pourtant, c'est des codes qui sont, je dirais, euh, vitaux. C'est des codes vitaux. C'est des codes écoute, qui pourraient, en fait, votre vie pourrait en dépendre. Et là, je parle vraiment dans le milieu rural, il y a des erreurs à ne pas faire. À ne pas faire parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça peut être interprété comme un signe de manque de respect pour les gens de la communauté. C'est comme, c'est dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Donc, si vous allez dans des communautés au Canada aussi, dans les milieux autochtones, là où vivent les premiers peuples, les Métis, les Inuits, les Inuits, bref, des communautés comme ça. Donc, il y a des choses que vous serez, que si vous le faites dans un autre milieu, ça passerait comme ça, mais dans ce milieu-là, tu ne peux pas te le permettre. Donc, il y a un respect, il y a une connaissance de la culture qu'il faut s'approprier pour mieux vivre dans ces communautés, c'est très important. Bon, oui, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Donc, l'identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine. C'est-à-dire, on se reconnaît dans ça, dans cette identité-là. Donc, ça peut être social, donc, politique, religieuse, nationale, ethnique, en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue, de lieu, de vie. Par exemple, quand on parle de langue, par exemple, moi, je vois mal que quelqu'un qui vient de la faculté d'ethnologie, je dis ça comme ça, ou de la faculté des sciences humaines, qui va faire une recherche, qui va mener une recherche, je prends quatrième section, Marchand des Salines, par exemple. Et tu arrives dans la section communale et puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à parler en français. Mais ça ne marche pas. Écoute, ça ne marche pas. Écoute, la première chose, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout simplement comme ça parce que dans certains milieux, le code veut qu'on parle le créole. C'est le code. C'est-à-dire, dans ce milieu-là, c'est-à-dire, ton parler français, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon ami. Tu aurais pu parler chinois si tu veux ou anglais. Mais ton parler français, là, c'est pas utile. Ça veut pas, écoute, la première chose, c'est que tu vas trouver aucune information. Donc, tu cherches des informations, mais tu vas pas les trouver. Deuxièmement, les gens vont te prendre pour quelqu'un qui comprend rien de rien, c'est-à-dire que tu partages pas les codes. Et les codes, c'est très important pour le fait de partager des codes. Je dirais, c'est une manière de partager la culture de l'autre et c'est un signe de respect pour l'autre. Donc, c'est-à-dire, dans ces milieux-là, c'est-à-dire, la langue créole, c'est la langue recommandée, c'est la langue que les gens de la communauté parlent, c'est la langue qu'il faut parler.
Il n'y a pas de question là-dessus, c'est la langue qu'il faut parler. Donc, si vous ne parlez pas créole, ce qui m'aurait surpris, vraiment. Donc, je ne sais pas, il faut te faire accompagner des gens qui parlent créole. Bon, on va le dire comme ça. Parce que c'est normal. Ce que je peux, c'est comme genre, je m'en vais aux États-Unis et puis pour mener une recherche dans des communautés et puis je commence à parler latin ou je commence à parler allemand. Ça ne marche pas de même. C'est pareil. Donc, c'est-à-dire, il faut approprier, il faut comprendre, il faut chercher à comprendre et aller vers les autres, hein. Donc, quand je dis approprier, je ne parle pas d'appropriation culturelle, là, je ne parle pas de faire semblant que vous imitez les autres. Non, non, je parle vraiment de se mettre, en fait, un peu d'empathie aussi, c'est très important. Donc, bref, l'identité est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu est différent des autres. Mais l'identité est aussi ce qui rassemble les éléments identiques, des éléments qui se ressemblent et forment alors un collectif. C'est-à-dire quand je dis nous, Haïtiens, nous, Québécois, nous, Canadiens, nous, Français, nous, Américains, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est-à-dire je dis inconsciemment qu'il y a un collectif qui partage quelque chose en commun. Et au nom de ce qu'on a en commun, on veut que ça soit comme ça. On se projette dans l'avenir de cette manière, etc., etc. Bon, quand on parle d'identité haïtienne, la première chose, c'est que quand on parle d'identité haïtienne, on parle de quelque chose qui est complexe. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. On parle d'une chose complexe. Tellement complexe que moi, je n'ai pas une manière de définir l'identité haïtienne, mais je peux vous donner des caractéristiques. C'est-à-dire, comme tout groupe, comme tout collectif, il y a un ensemble d'éléments, de caractères qui définissent, il y a des caractères qui définissent, je dirais, un Haïtien. C'est-à-dire, quand on parle d'un Haïtien, de quoi peut-on parler? Ça, c'est la bonne question à se poser. Bon, euh, dans son livre, en fait, dans un de ses livres, Léon François Hoffman nous dit que euh, la question de couleur et la langue aussi constituent des éléments qui définissent l'identité haïtienne. Donc, en essayant de réfléchir un peu sur, je dirais, sur sa conception de l'identité haïtienne, on peut dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui participent de cette identité. Bon, avant toute chose, il faut dire que euh, l'identité haïtienne, il y a, on va dire qu'il y a deux versants de l'identité haïtienne. Il y a, il y a d'abord un versant qui parle, on parle de l'identité bossale. En autre versant, on parle d'identité créole. Mais ce qu'il faut mettre en tête, c'est que les deux versants, c'est vraiment les deux faces d'une seule et même médaille. C'est-à-dire, c'est vraiment un côté pile et un côté face. Donc, c'est-à-dire, les, les deux versants participent de l'identité et sont en interconnexion permanente. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté, on peut disséquer, observer de manière, je dirais, objective, euh, une cassure nette d'une identité, et puis d'un côté, mais c'est des éléments qui sont interreliés et qui se négocient. On va le dire comme ça, qui se négocient, qui forment ce qu'on appelle l'identité haïtienne. D'abord, quand on parle d'identité bossale,
c'est, on va dire, cette tendance à se ressourcer dans la culture afrodescendante, la culture africaine. C'est tout ce qui, je dirais, rapproche l'Haïtien ou les Haïtiens de l'Afrique, quelque part. Et en commençant par le vaudou, cette pratique culturelle, et cette pratique culturelle et aussi cette pratique religieuse, mais aussi c'est une cosmogonie, le vaudou, donc, qui renferme tous ces éléments-là d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a aussi le laco. Le laco, dans le milieu rural, le laco est important. Et le laco est une structure familiale qui, je dirais, explique la complexité même des faits sociaux en Haïti. Le social haïtien en milieu rural est assez, je dirais, tissé. Euh, je trouve son explication même dans le LACO. Dans le LACO, euh, le LACO a plusieurs fonctions. D'accord, il y a temps spirituel, temps religieuse, mais aussi, je dirais, économique et social. D'accord, le LACO. Donc, il y a le rapport à la terre, le rapport, si vous voulez, le rapport à la terre. Mais la terre, c'est-à-dire cet espace qu'on cultive parce qu'on est dans une perspective, pour dire, comme Jean Casimir, d'autodétermination, qu'on est dans une perspective décoloniale, c'est-à-dire on n'a pas ce rapport à la terre qu'on avait avant, pendant la période esclavagiste, c'est-à-dire la terre, c'est ce qui nous permet de prendre soin de notre famille, point. Donc on n'a pas la terre pour devenir riche. Et c'est là aussi qu'on habite, d'accord? Donc, le rara, par exemple, le rara, c'est une forme importante de culture, mais aussi, je crois que je l'ai dit dans mon livre, rara, Music, Identity and Culturality. Donc, c'est cet espace qui permet d'exprimer une identité propre, notamment l'identité bossale. C'est pour ça que quand vous regardez le rara, en fait, il n'y a jamais eu de musique. En fait, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez me dire, mais je ne connais pas de rara avec des musiques en français, par exemple. Je ne connais pas ça. Donc, le rara aussi est issu de la cour. Le rara est aussi, il y a un Ogan ou une Mabo qui est responsable d'une part de l'administration du rara, etc. Ce qu'on appelle la médecine feuille ou la médecine naturelle, si vous voulez, la solidarité telle que combine donc l'africanité, mais notamment la langue créole qui est cette langue qu'on a créée dans le contexte colonial et puis qui est devenue une langue, je dirais, en fait, dans laquelle on peut faire la poésie, on peut faire, on peut enseigner, dans laquelle on peut faire la science, on peut faire les arts, on peut faire tout ce qu'on veut dans la langue créole. C'est une langue aujourd'hui qui est devenue, je dirais, euh, la confirmation même de notre identité. Donc, c'est un élément important, majeur de l'identité haïtienne. Donc, bref, des penseurs comme Augustin nous dit que cette résistance, c'est-à-dire la résistance à la culture de l'oppresseur, en fait, est considérée comme un élément quotidien de survie et de construction des rapports sociaux en Haïti. C'est-à-dire, quand on parle d'identité boussole, on parle d'une volonté de vivre à l'opposé même de l'Occident. C'est-à-dire l'identité bossale en soi, c'est une manière d'habiter l'espace de manière décoloniale. C'est-à-dire, on a une manière d'habiter l'espace de manière décoloniale. On fait tout à l'opposé, je dirais, du maître blanc. C'est ça, je dirais, la pensée bossale, l'identité bossale. C'est une pensée, c'est une identité décoloniale. Donc, c'est pour ça, par exemple,
Si vous regardez ici dans la liste, qui n'est pas exhaustive, là, tout ce qu'on a, c'est-à-dire notre médecine traditionnelle, en fait, qui est à l'opposé de la médecine, je dirais, conventionnelle, la solidarité, comme je dirais, combite, c'est une façon de travailler la terre sans qu'on ait besoin forcément de, de payer la main-d'œuvre, là. Donc, mais on utilise, on partage une solidarité. Et puis, en retour, on sait que quand on a travaillé pour quelqu'un, et puis on peut manger, on peut célébrer, mais en retour, quand je vais travailler mon jardin, écoute, personne ne va venir m'aider, etc. Donc, ils ont trouvé des manières de faire qui, qui sont à l'opposé même de la pensée capitaliste. Ça, c'est un élément majeur quand on parle d'identité en Haïti. Bon, c'est-à-dire, on peut, on peut, je pense qu'on peut dire que euh, les bossals sont ceux et celles, selon le professeur Dorismont, sont ceux et celles qui s'inscrivent dans une perspective de décolonialité et d'un rejet de l'Occident blanc et chrétien. Donc, l'identité boursale, dans cette perspective, est composée, je cite Doris contextuellement, est composée de lambeaux d'héritage africain. Les Boussales parlent créole, ils sont vaudouisants et vivent en généralement en souvenir de la Guinée. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, on est habité par cet esprit convié de l'Afrique. Même, si vous voyez, même les lois dans le vaudou haïtien, c'est des lois, la plupart du temps, la grande partie, les 21 enchants de l'Afrique. Bref, c'est-à-dire une part de l'Afrique, de manière, euh, je ne sais pas, d'une certaine manière, habite, continue à habiter notre imaginaire. Notre imaginaire est habité par cette pensée, et cette pensée occupe une place importante donc, dans notre manière de voir les choses. Donc, les Bossals aussi ont été des victimes et cherchent à exprimer leurs sentiments dans les arts, la religion, la musique. Si vous regardez la musique, on parlait de la musique rara, mais il y a d'autres musiques vaudou, euh, la musique racine, qui imprègnent je dirais, qui imprègne la culture ou l'identité bossale, c'est-à-dire cette manière de chanter et non, de revendiquer notre haïtianité, de revendiquer aussi l'Afrique qui est constant, que ce soit dans l'art, dans la peinture, dans la musique, dans, dans, dans notre manière de faire. Donc, moi, je me suis tout le temps poser cette question, c'est-à-dire il y a 1 million de noms qu'on pourrait choisir pour la sélection haïtienne, mais quand on avait fait, quand je crois que c'est là mené le concours, les Haïtiens, ils voulaient que ce soit les grenadiers. Les grenadiers, ça fait partie aussi de l'identité haïtienne, c'est un élément, je ne pense pas que je l'avais dit au départ, mais, mais s'il y a trois éléments prédominants de l'identité, ce serait d'abord la langue créole, haïtien parler créole. Euh, Si tu es haïtien, tu parles pas créole, je sais pas qu'est-ce que tu es, mais haïtien parle créole. C'est la langue des Haïtiens. Donc, les Haïtiens, c'est leur langue, la langue créole. On n'est pas le seul à parler le créole, ça je le sais déjà. Et nous parlons le créole et nous sommes très fiers de notre créole. Et on a même un- une académie de langue créole. C'est très important. Donc, on a aussi le vaudou. Le vaudou, c'est un trait distinctif de l'identité haïtienne. D'accord? Quand on parle du vaudou, il ne faut pas seulement voir la religion vaudou. Oui, la religion vaudou en fait partie, mais aussi il faut voir la culture vaudou. Il faut voir la cosmogonie vaudou, c'est-à-dire cette manière de se voir dans le monde, qui est une façon de penser autre que la pensée du colon blanc ou du blanc qui était colon. Bref, ces éléments-là, c'est important, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'identité. Moi, je l'appelle comme ça dans ma thèse de doctorat. Je pense que l'identité de révolte, c'est-à-dire la révolte fait partie de cette identité, c'est-à-dire haïtien, par contre, je haïtien. Quand tu demandes à quelqu'un, un haïtien, comment ça va, la boulée, ça veut dire, il y a
cette façon de se révolter qui fait partie de notre quotidien, de notre façon de penser le monde, de notre rapport au monde. Donc, euh, je réfléchissais en disant, même notre manière, dans la cuisine haïtienne, par exemple, au pays de banane, tu vois, au calipois, où tu fais du riz, en fait, si tu regardes, en fait, dans le rapport, en fait, en fait, je dirais, ce rapport au vivant qui est présent aussi dans le sexe, dans la sexualité en Haïti, par exemple, donc, couper, primer, et, et tailler, etc. Donc, bref, c'est des éléments au fil du temps qui participent d'une identité culturelle, bien sûr, mais aussi qui ça nous définit comme, c'est des éléments qui nous définissent comme individus. Donc, on s'en va maintenant à l'identité créole, donc, parce que là, je terminais pour prendre ma pause et puis pour finir. L'identité créole, donc, c'est une identité qui est un peu à l'antipode de l'identité boursale, mais aussi ça fait partie de l'identité haïtienne. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est un versant. On n'oublie pas qu'on l'avait dit au départ, c'est un versant. L'identité créole, c'est, en fait, en fait, celui, le créole adopte la religion catholique. La religion catholique se reconnaît dans la religion catholique apostolique romaine, mais aussi le créole se reconnaît aussi dans, 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 dans la langue française. Donc, cette tendance de se rapprocher un peu plus du blanc, c'est-à-dire, je veux dire comme ça, des gens qui font tout pour se blanchir, là, pour blanchir la peau. Donc, ils sont dans cette perspective-là. C'est-à-dire, quand on parle du créole, le créole, c'est quelqu'un qui est, est né dans la colonie et qui fait qui fait tout pour plaire aux colons. C'est-à-dire pour se ressembler aux colons, c'est-à-dire quand dans une famille, quelqu'un est plus clair, a un teint plus clair, on a tendance à penser à quoi que cette personne est plus belle. Mais ce n'est pas une pensée qui vient de nulle part, c'est une pensée coloniale. Parce que les personnes qui étaient soit violées par des blancs, les négresses qui étaient violées par des blancs ou des négresses euh, qui avaient accouché des enfants plus clairs, avec des teints plus clairs, ces enfants-là étaient considérés, enfin mieux considérés, si vous voulez, que les enfants qui avaient les teints plus foncés. Donc, c'est resté dans notre mental jusqu'à présent. On pense de définir quelqu'un par rapport à un élément, je dirais, phénotypique qui n'a rien à voir avec la race. C'est ça, c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus clair, euh, ça ne veut pas de toi un blanc. Tu vois, mais même le nom, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Souvent, des gens qu'on appelle petits blancs sur notre quartier, dans les quartiers, en tout cas à Port-au-Prince, un peu partout dans le pays, à travers le pays, ça fait du petit blanc. Donc, on dit petit blanc, petit blanc, mais petit blanc, c'est pas un blanc. D'accord? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un teint vraiment relativement plus clair, et puis on l'appelle petit blanc. Donc, le fantôme blanc habite notre imaginaire tel que, par exemple, en plus qu'on fait rien pour changer le pays, on met tout sur le dos du blanc. C'est pas que le blanc n'est pas là, attention. Le blanc est un acteur important dans la déstructuration sociale du pays, c'est-à-dire quand je parle du blanc, je parle d'une communauté internationale, il faut le noter comme ça, mais par-dessus tout, c'est que ça habite, euh, c'est un fantôme qui habite, qui nous, en fait, qui nous traque. Euh, Tellement que, par exemple, des gens qui achètent des tubes de crème pour blanchir la peau, pour se blanchir la peau, et pour se rapprocher plus près de la couleur du maître.
Parce que plus que vous êtes plus proche de la couleur du maître, plus que vous avez plus de grâce aux yeux du maître. C'est aussi la logique. C'est-à-dire, il y a cette référence à l'Occident. Donc, c'est-à-dire, le français, la langue française est très important, est très, très importante parce que plus que vous parlez le français, je dirais bien, c'est plus que vous avez plus de chances de succès dans la société haïtienne. Donc, parler français devient un métier, tout comme apprendre la psychologie et apprendre à parler français, c'est un métier carrément. Donc, même si vous ne dites rien quand vous parlez français, vous dites rien. Mais c'est mieux de parler français, de ne rien dire. Vous voyez, nos députés, nos sénateurs, nos ministres, nos magistrats, etc., les gens qui occupent des fonctions des postes dans la fonction publique qui parlent français très mal et qui ne disent rien. Mais c'est mieux pour eux autres que quelqu'un qui parle en créole, mais qui dit de bonnes choses. Donc, on va pas s'en faire. Donc, en tout cas, de toute façon, si vous parlez en créole, c'est un signe de culture. C'est parce que vous manquez vous n'êtes pas assez formé. C'est faux, c'est totalement faux. Donc, c'est juste des préjugés qui ont été construits, mais qui aussi, je dirais que c'est le fruit de la colonisation tout court. C'est le fruit de la colonisation. Bref, en gros, on va dire que quand on parle d'identité bossale, on parle d'une identité qui se construit dans l'opposition à l'Occident, en mobilisant le vaudou, le créole, tout ce qui fait qu'un Haïtien ne se sent pas un blanc, d'accord? Tandis que dans la culture créole, c'est cette tentative de se rapprocher le plus que possible de l'Occident pour avoir la grâce du blanc et puis pour performer dans une identité euh, qui n'est pas la nôtre. Bon. Et moi, je pense que, je sais pas si ça fait le tour. Bon. Et je pense que ça fait pratiquement le tour. Mais juste pour finir un peu, euh, par exemple, quand on regarde, attends, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais. Bon, ouais, quand on regarde, par exemple, en fait, cette photo-là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, d'une part, d'un côté, vous avez des salines, d'un côté, vous avez Pétion. Donc, quand vous voyez ces drapeaux, donc, moi, je vous invite à réfléchir dessus, mais ce sont des symboles, mais ce sont plus que des symboles, c'est des manières de s'identifier, par exemple. Donc, ici, on est plus dans la République, on est plus dans la République, on est plus dans l'idéal du pétion, tandis que ici, euh, on est plus dans l'idéal en fait, de Dessalines, d'Empire. Mais ce qui est important, c'est ces deux, je dirais, ce sont deux figures qui peuvent nous amener à réfléchir sur la question de l'identité en Haïti, euh, mais aussi sur la question de la violence, sur la question de l'appartenance au territoire, par exemple. Et c'est avec, je pense que j'utiliserai, euh, je profiter plutôt de cette occasion pour vous demander, c'est une question que je vous lance, et puis on va prendre la pause là. Euh, Pourquoi pensez-vous que, je dirais, euh, quasiment tous les espaces urbains et périurbains de Port-au-Prince sont contrôlés par les gangs armés. Et puis, il y a juste Pétionville, ou du moins et ses zones avoisinantes, qu'on n'arrive pas à contrôler. Est-ce que vous pensez que c'est un fait? Je veux dire, c'est juste un hasard, mais non, c'est pas un hasard. Donc, c'est pas un hasard. Il faut retourner de la question d'identité pour mieux comprendre ça, pourquoi et qui pense tout ça. Bon, je vais vous laisser avec cette note et puis je vais prendre une pause et on va revenir pour les questions si vous préférez. Donc, je vais prendre juste, on va dire, 5 minutes de pause, les amis. Là, il est 13, on commence à 18. Donc,